Bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur Médien TV pour Cannes+, votre quotidienne consacrée à la Coupe d'Afrique des Nations, Maroc 2025 pour la présenter comme tous les jours depuis le 20 décembre de l'année passée, puisqu'on est déjà en 2026. Noha Bazir, bonjour. Bonjour Anas et bonjour à nos téléspectateurs, merci de nous rejoindre tous les jours à partir de 13h30 pour Cannes+. Aujourd'hui, nous avons le plaisir d'avoir à nos côtés Abderrahmane Sissoko. Bonjour, je rappelle que vous êtes créateur de contenu. C'est un plaisir de vous avoir à nos côtés. De même, c'est un plaisir d'être ici dans cette merveilleuse chaîne. J'ai été bien accueilli, merci à vous. Avec grand plaisir. Et avec nous, à distance depuis Paris, l'entraîneur franco-marocain Abdeltaïf Tressi. Merci d'avoir accepté notre invitation sur Cannes+. Bonjour Anas, bonjour à tous. C'est évidemment toujours un grand plaisir d'intervenir avec vous. Vous allez intervenir sur les huitièmes de finale qui commencent dès aujourd'hui à partir de 17h. Mais avant de rentrer dans le vif du sujet, comme d'habitude, direction le flash de la Cannes. Le premier choc des huitièmes de finale de la Cannes 2025 opposera ce soir le Mali à la Tunisie à Casablanca. Les Aigles du Mali et les Aigles de Carthage joueront une place en quart de finale dans un contexte marqué par de nombreuses incertitudes. Côté malien, à Casablanca, côté malien, Amadou Haïdara est pour l'instant forfait et suspendu suite à son expulsion face aux Comores. Mais la fédération malienne a fait appel et attend la décision finale de la CAF. En revanche, l'ailier Gaoussou Diarra était victime d'une entorse de la cheville à l'entraînement et sa canne est terminée. Deux autres cadres restent incertains sur le plan physique. Sikou Niakate et le capitaine Amari Traoré, tous deux touchés dont l'état sera évalué jusqu'au dernier moment. La Tunisie avance elle aussi avec des interrogations. Blessés, Ilyes Achouri et Ilyes Saad sont incertains pour cette rencontre. L'autre huitième de finale de ce samedi 3 janvier opposera le Sénégal au Soudan. Le principal enjeu côté sénégalais sera de compenser l'absence de Kalidou Koulibaly. Le capitaine emblématique est suspendu pour cette rencontre suite à son carton rouge reçu face au Bénin lors de la dernière journée des poules. Pour sécuriser l'arrière-garde, le sélectionneur Pape Thiaw devrait aligner une paire expérimentale, probablement composée d'Abdoulaye Seck et Moussa Niakate, afin de préserver la solidité d'une défense qui n'a encaissé qu'un seul but depuis le début du tournoi. De son côté, le Soudan arrive sans pression, fort de son statut d'outsider qui n'a plus rien à perdre. Le coup d'envoi est prévu à 17h au Grand Stade de Tanger. Et enfin, le président de la Fédération béninoise de football a frappé fort pour motiver ses troupes avant les huitièmes de finale contre l'Égypte. Une prime exceptionnelle de 300 000 € a été promise aux joueurs en cas de qualification pour les quarts de finale. Cette annonce place les Guépards dans des conditions optimales, transformant cet objectif sportif en un véritable défi historique soutenu par un engagement financier sans précédent. L'enjeu est désormais de taille pour le face-à-face crucial contre l'Égypte, prévu ce lundi 5 janvier. Les hommes du sélectionneur Gernot Rohr devront livrer une performance héroïque en huitième de finale pour écarter les Pharaons. Et c'était l'essentiel des informations de cette journée, des huitièmes de finale de la Coupe d'Afrique des Nations. Tout de suite pour en parler, le focus. On le disait à l'instant, la Tunisie s'opposera au Mali ce soir au grand stade au complexe Mohamed V de Rabat, de Casa, pardon. Mais avant ça, nous avons le plaisir d'avoir Abderrahmane Sissoko. Vous êtes malien. Oui, d'origine. D'origine malienne. Alors pour vous, comment est-ce que l'effectif malien va aborder cette rencontre face à la Tunisie ? Pour l'instant, depuis le début de la compétition, je ne pourrais pas réellement le déterminer. Parce que depuis le début, l'entraîneur il a tendance à changer les dispositifs. J'ai regardé aussi un peu l'équipe de Tunisie. Je pense que le Mali va s'adapter avant tout à l'équipe de la Tunisie. Je pense que c'est un peu le système abordé par Tom depuis le début, en gros, de son mandat du côté du Mali. Donc je pense que si la Tunisie va nous chercher haut, on va essayer de cadenasser un tout petit peu et attendre les faiblesses de la Tunisie. Alors justement, on va voir ensemble la réaction de Tom Saint-Fit, sélectionneur malien, qui revient sur la tactique de cette rencontre. Ça va être un match difficile
Mais on a prouvé, sûrement contre le Maroc, qu'on peut être compétitif. On n'a pas gagné un match et ça frustré. Mais demain, tout le monde sait qu'on a besoin de victoire. On a 90 minutes, on a 120 minutes et quand c'est nécessaire, on a des pénaltys. Mais on doit marquer et je pense qu'on a travaillé les derniers jours bien dans les choses qui doivent être mieux. Mais on va jouer contre une équipe forte et pour moi, Tunisie, c'est un des grands pays de football africain avec une sélection très forte. Mais je pense qu'on est prêt pour ça. Ouais, exactement, exactement. Bon, là, le groupe est vraiment focalisé sur ces matchs. On a bien travaillé ces derniers jours. Ces 3-4 jours nous ont fait tellement de bien. On a bien récupéré. Et comme le coach l'a dit, on a bien analysé cette équipe tunisienne. Donc, entre nous les joueurs, on s'est déjà parlé, on sait la tâche qui nous attend. On sait ce qu'on doit faire pour pouvoir remporter ces matchs. On sait que ça sera pas un match facile. Déjà, parce que chaque match pour nous maintenant est une finale. Donc, on s'est très bien préparé. Les dernières séances d'entraînement, c'était vraiment de la qualité. Comme le coach l'a dit, on a mis en place quelque chose et on espère que vraiment ça va nous aider à remporter cette match-là, quoi. Donc, on est vraiment préparé pour ce match. Donc, on est entre nous, dans le groupe, tout est top. Donc, je pense que ça va bien se passer, Inch'Allah. Abdeltaïf, on a vu la prestation des Aigles du Mali face au Maroc, une équipe qui s'est cadenassée, qui sait bien défendre. Est-ce que face à la Tunisie, qui a peut-être une défense un peu plus fragile que celle du Maroc, ou en tout cas un jeu peut-être un peu plus différent de celui du Maroc, est-ce qu'il y a la possibilité de voir le Mali beaucoup plus ouvrir le jeu dans cette rencontre? Je ne pense pas honnêtement. Je pense qu'on est avec deux sélectionneurs, deux entraîneurs qui sont vraiment frileux, que ce soit du côté de la Tunisie ou du côté malien. Même si c'est vrai qu'en termes de qualité, en termes d'effectifs, moi j'aime beaucoup le Mali. C'est une nation qui sait produire des joueurs de qualité, des joueurs techniques, des joueurs bons dans la projection, des joueurs qui sont bons dans l'abattage physique, avec un style très vertical, hein, vraiment à l'image de ce qui peut se faire dans les équipes de Red Bull notamment, parce qu'on sait que beaucoup de joueurs maliens ont évolué, que ce soit à Leipzig ou à Salzbourg. Et de manière générale, on peut se dire que c'est une équipe qui peut jouer au foot, qui peut être, comme je l'ai dit, verticale, mais je pense que sur un match coup près à élimination directe, je pense que le sélectionneur Saint-Fiet sera vraiment attentif à ce que va faire la Tunisie. On parlait du schéma tactique, je pense qu'il va calquer aussi cette défense à 3 sur la défense à 3 de la Tunisie. Et moi, je vois une opposition, on a deux équipes qui vont se verrouiller pendant les 90 minutes. Et si je dois donner un pronostic, je pense que ça ira minimum aux prolongations. Parce que sur le papier, pour moi, le Mali est favori. Le Mali a des joueurs plus intéressants que les joueurs tunisiens. Le Mali a un vivier plus intéressant. Mais voilà, on est sur des coachs qui sont beaucoup dans ce qu'on appelle les petits calculs d'épicier. Et je ne vois pas, que ce soit le coach tunisien ou le coach malien, prendre des risques sur ce type de match. Donc je vois pas, pour terminer, je ne vois pas un match ouvert, moi, pour ma part. Alors- Abderrahmane, Ouais. juste je veux dire un truc, je ne l'ai pas payé pour qu'il parle bien du Mali. Vraiment, hein, je ne l'ai pas payé pour ça. Hein, vraiment, Mais c'est une très il dit ce belle qu'il analyse pense. de sa part. Ouais. Alors, on reviendra plus tard sur les pronostics en fin d'émission. Mais avant ça, Abdelrahmane, pour vous, est-ce que la Tunisie peut imposer un peu son bloc offensif face à une équipe malienne qui est réputée pour son impact ou sa force physique, on peut le dire? Habituellement, le Mali est habitué à dominer quand même les équipes, produire du jeu. Là, on a un Mali complètement nouveau. Le Mali joue davantage en bloc bas et subit davantage de jeu. Comme je l'ai dit, c'est Tom qui l'a inculqué. Donc je pense que le Mali va bien évidemment subir les assauts tunisiens parce que techniquement, ils ont des joueurs de qualité, même s'il y en a énormément qui sous-estiment cette équipe tunisienne. Mais je pense que ce sera la Tunisie qui aura un peu plus le ballon, qui sera beaucoup dangereux au niveau des coups de pied arrêtés. Parce que ça, on l'oublie énormément, c'est là qui marque le plus. Donc, je pense que tout va se jouer vraiment sur l'aspect défensif au Mali et on va procéder par les contres, bien évidemment. Mais après, il va falloir renforcer les appels de balles, des appels tranchants de la part de nos attaquants comme Lassine Sinayoko et plein d'autres du côté du Mali et renforcer quand même cette efficacité qui a manqué, notamment face au Maroc,
où on aurait pu être décisif à certains moments, même s'il y a quelques pénaltys qui n'ont pas été sifflés, mais par les appels de balles, on peut faire la différence face aux Tunisiens, mais comme le collègue l'a dit, sur des contre-attaques seulement. Une question, est-ce que vous auriez un joueur, vous avez en tête, qui pourrait être déterminant dans ce genre de rencontre? On l'a vu lors du match face au Maroc, on a vu un Mahamadou Doumbia excellent dans son registre, Lassine Sinayoko aussi. Ouais. Est-ce que vous auriez peut-être un autre joueur à faire découvrir au public marocain qui pourrait être déterminant dans cette rencontre face à la Tunisie? Moi, c'est le profil Diakité. Diakité, c'est un joueur qui peut ramener vraiment cette personnalité. C'est un joueur qui a une habilité technique incroyable. C'est ce qui manque un peu du côté du Mali. Ce petit joueur frisson, ce petit joueur qui sort en dehors un peu de la carte de l'entraîneur qui dit tu te places ainsi, tu te places comme ça. Non, lui, il va ramener cette personnalité, cette imprévisibilité un peu dans le jeu. Donc oui, c'est le joueur qui peut créer le décalage pour davantage alimenter pour moi un joueur comme Sinayoko qui est très esselé à mon goût. Et on ne va pas se mentir que pour déstabiliser une équipe assez forte comme la Tunisie défensivement, qui est réputée pour ça, il faut quand même un élément qui est associé à ce type de joueur aussi. Sinayoko, absolument. Abdeltef Tracy, on a vu la Tunisie a fait une très belle entame de compétition. Comment est-ce que le Mali pourrait tenir en échec cette équipe tunisienne, selon vous? Tenir en échec. Pour moi, la recette. C'est Abdeltef Tracy. Ah, pardon. Non, je pense pour ma part que la recette est très simple. Il va falloir, dès la première demi-heure, attaquer tambour battant pour essayer de déstabiliser cette équipe. Et on l'a vu, notamment contre le Nigeria. Ils ont été sous l'eau toute la première mi-temps. Pourquoi? Parce qu'encore une fois, on est sur un plan de jeu de la part de l'entraîneur tunisien qui n'a pas payé sur ce match-là. C'est-à-dire, on se contient, on essaie de défendre. Et quand on est mené 3-0, on essaie de lâcher les chevaux. Et même si moi, je ne pense pas que le sélectionneur malien va opérer de cette façon, moi, je pense que la meilleure façon, ce serait d'attaquer dès le début et de mettre en danger cette équipe tunisienne. Parce que malgré tout, même si on pense que c'est une équipe qui est forte défensivement, quand on a des joueurs maliens qui sont capables d'être très très bons dans la projection, qui sont capables d'avoir des appels de balles tranchants dans le dos des défenseurs tunisiens, parce qu'on a vu que les défenseurs tunisiens avaient du mal à défendre dans les grands espaces, ou en tout cas avaient du mal à défendre avec de l'espace dans leur dos, moi je pense que c'est là-dessus où il faut appuyer. Par contre, est-ce que c'est ce que va faire le sélectionneur malien? Je ne pense pas du tout. Malheureusement, comme je vous l'ai dit, moi je pense qu'on va être sur deux sélectionneurs qui vont s'anesthésier l'un et l'autre. Mais encore une fois, je pense que le plan de jeu adéquat pour le Mali, ce serait d'attaquer dès le départ, parce qu'ils ont des joueurs qui sont offensivement plus dangereux que la Tunisie, et j'insiste bien là-dessus, et ils ont des joueurs qui peuvent faire mal dans les points faibles, entre guillemets, de la Tunisie. Une dernière question sur le Mali, ça sera avec Abderrahmane. La dernière fois que les deux équipes se sont retrouvées en Coupe d'Afrique des Nations, c'est le fameux match où l'arbitre a terminé la rencontre à la 85e avant de la reterminer à la 89e. Ça s'était terminé sur une victoire 1-0 du Mali. On sent que toujours ces Tunisie-Mali, puisqu'on les retrouve de plus en plus souvent dans cette compétition, ou même dans le football africain, même en qualification, sont souvent assez serrés. Est-ce que, avant de vraiment donner votre pronostic final, est-ce que vous sentez que ça va être une rencontre vraiment serrée, comme l'avait dit Abdelatif tout à l'heure? Pour moi, ça va être une rencontre serrée. On le voit sur les compétitions éliminatoires pour la Coupe du Monde, ça a toujours été le cas, notamment pour ce match aussi de la CAN dont vous m'avez parlé. Donc pour moi, ça va être un match serré sur tous les aspects, que ce soit offensivement, défensivement. Et je trouve que la Tunisie et le Mali ont énormément de similitudes sur leur statut dans la compétition. Des statuts d'outsiders qui peuvent titiller un peu les gros. Donc je pense que ça va être une rencontre qui sera animée un peu des deux côtés. Chacun aura son temps fort, temps faible. C'est des équipes très solides pour moi sur l'aspect défensif. Les entraîneurs ont un tout petit peu la même philosophie de jeu. Donc tout va jouer sur des détails. Je pense que ça ira aux prolongations, mais je vais attendre pour les pronostics. Mais tout va jouer vraiment sur les prolongations et il y aura énormément l'aspect défensif qui sera mis en valeur et l'aspect coup de pied arrêté, comme je l'ai dit, du côté de la Tunisie.
On va passer à l'autre rencontre de cette journée. Le Sénégal affronte le Soudan à 17h au Grand Stade de Tanger. Pour revenir un peu sur cette rencontre, Abdeltef Drissi, comment est-ce que le Sénégal peut-il éviter le piège du match facile face au Soudan? Parce qu'on peut le dire aussi, le Soudan fait une très bonne compétition malgré le fait qu'il n'ait marqué aucun but. Oui, c'est vrai, vous avez raison. Alors, c'est une équipe en termes d'effectifs qui est pas aussi bien dotée que, je vais pas dire les favoris, mais que les Mm. outsiders. C'est une équipe qui est plutôt faible en termes d'effectifs. Par contre, pour avoir vu leur match notamment face à l'Algérie, j'ai trouvé que c'est une équipe qui produisait du jeu, qui essayait d'évoluer par appui-remise, qui essayait de jouer au sol, de ressortir proprement tous ses ballons. C'est une équipe qui a un vrai projet de jeu quand même. Euh, c'est une équipe dont le championnat est quand même assez réputé en Afrique, avec des équipes notamment comme Al Hilal ou d'autres. Et oui, effectivement, je pense que si le Sénégal prend de haut cette équipe, on ne sait jamais, tout peut arriver dans le football, surtout dans un match coup près, parce qu'il faut bien se rendre compte que psychologiquement, pour un joueur de foot, dans ce type de compétition, notamment dans le format à 24, aborder un match de groupe et aborder un match à élimination directe, c'est totalement différent. Et vous avez bien raison de le souligner, on ne sait jamais, il faut quand même respecter cette équipe, même si je pense que pour ma part, ça ira très bien pour le Sénégal. Voilà. L'idée, ça va être de marquer d'entrée. Pourquoi? Parce que plus le match va s'installer et plus le score va durer sur ce 0-0, plus les Soudanais peuvent prendre confiance. Et attention, même si, comme je l'ai dit, voilà, on ne va pas se mentir, en termes d'armada, ils ont pas les éléments pour lutter contre les grosses équipes. Mais par contre, c'est une équipe qui a un projet de jeu, c'est une équipe qui analyse bien les adversaires, et c'est une équipe qui, si vous leur donnez le bâton, entre guillemets, eh ben, ils vont pouvoir vous battre. Donc, il va falloir quand même faire attention, même si moi, je pense que ça va aller pour le Sénégal. Mais voilà, le Soudan, pour terminer là-dessus, si le Sénégal ne fait pas un match sérieux, le Soudan, évidemment, peut créer la surprise, ça c'est clair. Abdeltaïf, vous avez parlé de matchs à ne pas prendre à la légère. Le sélectionneur du Sénégal, Papio, et Krépin Diatta étaient en conférence de presse hier après-midi. Ils ont évoqué cette rencontre forcément. On va vous laisser les écouter. Comment on compte aborder ce match avec beaucoup de sérieux et de respect pour cette équipe bien organisée et qui sait mettre en difficulté ses adversaires. Donc nous préparons, on s'est bien préparé, surtout sur les phases défensives et être très efficace dans les moments clés. On sait qu'il y a une autre compétition qui démarre et c'est des matchs difficiles et on a besoin du mental. On a besoin aussi d'être vraiment efficace s'il y a les opportunités qui se présentent. Bonjour à tous. Je pense que ouais, on sait que là, on va vers des matchs qui sont très difficiles. Et on sait que le Soudan, c'est une bonne équipe. C'est une équipe qu'on a affrontée. Maintenant, nous, de notre côté, on est concentrés. Et on sait ce qui nous attend et ce qu'il faut faire si on veut passer dans ce match. Mais on sait que c'est un match qui sera amplement disputé. Vous avez regardé le match du Sénégal face à la République démocratique du Congo. Pas mal de supporters sénégalais étaient un peu inquiets par le visage montré par cette équipe du Sénégal. Vous, qui avez peut-être un peu plus de recul que ces supporters-là, est-ce que quand vous voyez cette équipe du Sénégal, vous la voyez dérouler sur le reste de la compétition ou pas? Moi, je vois le Sénégal en tant que favori, avec des équipes comme le Maroc. Mais avant tout, ça va passer, comme collègue vous a dit, par du sérieux. Vraiment du Sénégal, par de l'implication. Et surtout, ce qui est déterminant dans une compétition comme la CAN, c'est de mettre de l'agressivité. Des équipes comme le Sénégal ont l'avantage d'avoir des joueurs avec une certaine qualité technique, mais tout ça va passer par du sérieux. Et j'ai regardé le match face au Congo. J'ai senti quand même que le Sénégal, à certains moments, ils n'arrivaient pas suffisamment à bien gérer quand même leur temps faible. C'est là que des grosses équipes, des favoris comme le Maroc, peuvent faire mal à cette équipe du Sénégal. Donc voilà, il va falloir faire attention à cette gestion du temps fort et du temps faible pour pouvoir faire la différence dans ce genre de compétition, notamment face au Soudan aussi, surtout qu'ils perdent un élément très important,
un joueur comme Kalidou Koulibaly. Absolument. Donc Kalidou Koulibaly pas présent dit que bon, les informations sont passées un peu plus lentement, donc ça peut faire la différence, on ne sait pas, face à une équipe comme le Soudan. Parce que le Soudan, j'ai regardé contre l'Algérie, ils perdent un joueur, mais il y a quand même de la qualité technique. Justement, on va voir la réaction du sélectionneur sénégalais Pape Thiaw qui est revenu sur comment aborder cette rencontre face au Soudan. Je pense que j'ai ramené 28 titulaires. Donc aujourd'hui, c'est sûr, on perd Koulibaly, mais il y en a d'autres qui sont là. Et on a des joueurs qui peuvent remplacer Koulibaly dans cet effectif, surtout que c'est des joueurs qui ont appris avec lui. Et je pense qu'aujourd'hui, c'est sûr qu'on aimerait qu'il soit là. Mais malheureusement, ce n'est pas le cas. Maintenant, on va faire avec et demain, on verra qui sera avec la paire qui sera dans ce match. Alors justement, Abdeltef Drissi, on a vu Koulibaly est sorti sur carton rouge en fin de rencontre face au Bénin. Est-ce que vous pensez que Pape Thiaw pourra combler ce manque de Koulibaly comme leader un peu de cette défense sénégalaise ? Combler sur l'aspect individuel, peut-être pas, même s'ils ont ils ont un effectif doté de bons remplaçants, etc. Mais je pense qu'il pourra le combler d'un point de vue collectif. Surtout sur un match où, même s'il faut respecter cette nation du Soudan, on est sur un match, on va pas se mentir, totalement abordable pour le Sénégal. Et l'idée, ça va être d'être sérieux, comme on l'a dit, surtout collectivement. Parce que si on avait évoqué l'absence de Kalidou Koulibaly, je ne sais pas moi, avant un match contre l'Algérie, ou avant un match contre le Maroc, ou avant un match contre la Côte d'Ivoire, ce genre de nation, là, oui, on aurait pu se dire que ça aurait pu être un peu plus compliqué. Mais voilà, ça reste quand même le Soudan en face, même s'il faudra respecter cette équipe. Mais globalement, moi je vous dis, je sens quand même le Sénégal assez serein. Il dégage quand même une force collective qui fait que même si le Soudan, je vous l'ai dit, c'est une bonne équipe qui joue bien au ballon, ça reste quand même inférieur. À un moment donné, la réalité du terrain, elle nous rattrape quand même. Et si le Sénégal est sérieux, encore une fois, si le Sénégal fait ce qu'il faut collectivement, il n'y aura pas de problème. Je pense que ça va dérouler avec sans Kalidou Koulibaly. Par rapport à cette rencontre, on sait que ça va être une rencontre assez fermée, notamment pour la sélection soudanaise, parce qu'elle va essayer au maximum de colmater les failles dans sa défense. Est-ce qu'il y a un joueur, selon vous, un joueur que vous avez en tête, qui pourrait vraiment permettre à cette équipe du Sénégal de facilement fissurer cette arrière-garde soudanaise ? Oui, je pense à Iliman Ndiaye parce qu'il a cette capacité de percuter un contre un. En plus, il est plutôt habile des deux pieds. Il a cette capacité pour créer des décalages, que ce soit par le dribble, par la passe, par les combinaisons. Je pense que sur ce type de match, ça peut être un joueur déterminant. Après, attention, je pense pas que le match sera aussi fermé que ça. Et je dis pas forcément que le Soudan va totalement s'ouvrir, mais je vous dis, c'est une équipe qui quand même essaie de ressortir les ballons. C'est une équipe qui a un vrai projet au niveau du jeu. Voilà. Après, oui, quand on a des offensifs qui sont capables de faire la différence, c'était le cas notamment face à l'Algérie où ils ont été en difficulté là-dessus. Mais oui, ça va être un match, je pense, plaisant. Et oui, pour répondre à votre question, je pense qu'un Iliman, s'il est dans un bon jour, voilà, si jamais, évidemment, le Soudan décide de fermer le jeu, ce qui est possible, attention. Mais si jamais c'est le cas, oui, je pense qu'un joueur aussi différentiel qu'Iliman Ndiaye peut être très important pour le Sénégal, tout à fait. Alors justement, on l'a vu depuis le début de cette compétition, le Sénégal offre plutôt un jeu assez serein. Ils n'ont pas l'air d'être très mis à l'épreuve. Est-ce que vous pensez qu'avec ce match, face au Soudan, 8e de finale, est-ce qu'on va voir le vrai visage de cette équipe sénégalaise ? Parce que pour l'instant, à part face au Congo, on ne les a pas vraiment vus en difficulté. Est-ce que face au Soudan, même si on peut dire que ce n'est pas un adversaire de taille, est-ce que le Sénégal va montrer son vrai visage, peut-être même pour inquiéter les autres équipes favorites ? Pour moi, son vrai visage, ça apparaîtrait vraiment en quart de finale. Là, je pense que ce sera un Sénégal qui sera vraiment façon roue libre, vraiment techniquement qui sera assez supérieur à cette équipe du Soudan. Par ses individualités, par son collectif. Je pense que les Soudanais vont beaucoup subir. Donc non, je pense que le Sénégal vraiment va jouer limite à 70%, vraiment va rentrer un peu dans la compétition.
Et par la suite, ça va dérouler de plus en plus lorsque les adversaires seront de meilleure qualité, on va dire. Gérer un tournoi, c'est important plutôt que de gérer des rencontres. Abdeltaif, quand on voit le Sénégal jouer, on voit un peu cette montée en puissance. Enfin, après, on se demande sur certains matchs s'il y a des difficultés à gérer. Le Sénégal, comme le Maroc, arrive à gérer des tournois. Est-ce que ça va être suffisant, en tout cas, ce genre de prestations pour aller jusqu'au bout? C'est une bonne question. C'est le lot des matchs à élimination directe où, à un moment donné, si on n'arrive pas à hausser le curseur, on peut se faire piéger même par des équipes dites outsiders. Maintenant, oui, c'est vrai que le Sénégal donne quand même cette impression de facilité. Je sais que certains parlaient d'arrogance lors du match face à la RDC. Moi, je ne pense pas. Je pense tout simplement que, comme l'a très bien dit Abdelrahman, je pense que c'est une équipe qui va monter en puissance au fur et à mesure de la compétition. Et à un moment donné, qu'on le veuille ou non, c'est comme ça. Quand on est face à des adversaires d'un calibre moins important, consciemment ou non, on va un petit peu peut-être baisser de pied, on va baisser en intensité peut-être. Mais voilà, c'est le lot des compétitions internationales, c'est-à-dire que, notamment pour ce type d'équipe-là, en fait, plus on avance dans la compétition, et plus, entre guillemets, on a faim. Donc, c'est encore un peu tôt pour émettre de tels constats. Moi, je pense tout simplement que oui, cette équipe elle va monter en puissance. Et cette équipe, comme on dit, l'appétit vient en mangeant. Donc, il faudra juste passer les tours. Et passer d'abord cette équipe du Soudan. Et ensuite, ensuite, je pense qu'on pourra en reparler. Mais oui, que ce soit le Sénégal, que ce soit le Maroc, parce qu'on les annonce comme les favoris de la compétition, il ne faudra pas s'endormir. Ça, c'est clair et net. Est-ce qu'on peut dire finalement que ces matchs sont plus difficiles à gérer mentalement que tactiquement, Abdelrahman? C'est sûr, c'est sûr. En fait, une équipe comme le Sénégal, quand elle va vraiment affronter cette équipe-là, il y aura quand même un décalage au niveau tactique. Donc il faudra s'adapter à certains déplacements imprévisibles pour une équipe qui compte, par exemple, des joueurs amateurs, avoir de la patience aussi. Gérer quand même la pression parce que c'est le Sénégal qui doit jouer, c'est le Sénégal qui doit faire les meilleurs déplacements. C'est pas mal de détails qui sont différents que lorsque on affronte une équipe plus forte ou même du même calibre. Là, ils vont jouer contre une équipe complètement décomplexée du Soudan. Cette équipe du Soudan, elle va jouer avec beaucoup plus d'agressivité, beaucoup plus de niaque. Donc c'est difficile d'aborder ce genre de match, mais je pense qu'au fur et à mesure, je pense que physiquement, les joueurs soudanais, en deuxième période, ça va faire la différence du côté du Sénégal. Je vais rester avec vous. Imaginons que Ouais. le Mali se qualifie pour les quarts de finale. Vous battez la Tunisie, ils ont un but à 0. Là, c'est vraiment un pronostic. C'est même pas un Je vais pronostic, c'est essayer de vraiment. rester objectif. C'est un peu tiré. Est-ce que Oui. vous. Et ça peut paraître comme une question stupide, mais je vous la pose quand même parce que c'est intéressant. Est-ce que vous voulez jouer un adversaire de taille, le Sénégal, ou est-ce qu'au contraire, vous préférez affronter une surprise comme le Soudan en quart de finale? Moi, je ne vais pas vous mentir. Je préfère affronter le Soudan assez largement. C'est pas vrai. Sénégal, c'est l'une des meilleures équipes, si ce n'est la meilleure équipe africaine ces derniers temps avec le Maroc. Nous, le Mali, c'est vrai qu'on ne m'a pas trop rassuré en termes de jeu. Donc, qu'on affronte une équipe comme le Sénégal avec des joueurs de percussion comme Mbaye qui sont en plus sur le banc. Donc, non, moi, je préfère une équipe comme le Soudan pour gratter peut-être une demi-finale. Et voilà, on ne va pas se mentir que Sénégal-Mali, on connaît direct le favori. Après, on n'est pas à l'abri de surprises. Absolument, ça reste du football. Et justement, cette équipe malienne n'a pas fini de nous surprendre. Et je pense que ce match va être très disputé ce soir. C'était la fin de cette première partie de Canal+. On revient dans quelques instants. Et la deuxième partie de Cannes+, ça sera pour forcément évoquer le match qui nous intéresse, en tout cas pas mal sur ce plateau. J'imagine que vous aussi, Abdé, mais on va quand même en parler. C'est ce 8e de finale qui attend le Maroc et la Tanzanie. Ce sera demain à partir de 17h. Et pour en parler, on passe directement à la deuxième partie du Focus.
Le focus Lyon de l'Atlas face au Taifa Stars, match prévu demain à partir de 17h. Et pourquoi on en parle aujourd'hui, pourquoi on n'en parle pas demain? Parce qu'on va en parler quand même demain. Ça sera parce qu'on a la conférence de presse de Walid Regragui qui était accompagné du capitaine Romain Saïs, capitaine pour l'instant indisponible en raison d'une blessure musculaire. Avant de rentrer dans le vif du sujet, je vous laisse écouter les deux hommes. Ils étaient devant les journalistes tout à l'heure. Et bien avant de parler de cette conférence de presse, on va quand même revenir sur cette rencontre. Abdé, je ne vais pas venir vers vous en vous disant est-ce que la Tanzanie peut nous surprendre? Dites-moi que le Maroc va gagner normalement. Non, le Maroc va perdre. Non, je rigole. Non, pour moi, le Maroc, c'est un peu le même cas que le Sénégal. Je pense que ça demandera du sérieux, d'une certaine discipline. Il y a le public derrière le Maroc. Donc je pense que le Maroc va globalement dérouler ce match-là. Surtout que le dernier match, il y a eu carton. Donc je pense que c'est un Maroc plein de confiance qui va aborder ce match-là. Et comme je le dis, Walid, va falloir qu'il arrive à trouver ce joueur-là qui va pouvoir stimuler encore plus ses attaques. Abdeltef, on l'a vu, le Maroc est favori de cette CAN parmi de nombreuses équipes. Pour vous, sur quel aspect est-ce que cette équipe tanzanienne peut-elle mettre à mal notre sélection nationale? Je pense que c'est sur les transitions. De toute façon, c'est ce qu'on a vu depuis le début de la compétition pour le Maroc. Le Maroc aura l'initiative du jeu, le Maroc aura l'initiative du ballon. Le Maroc à domicile est vu comme l'équipe à faire tomber. Le Maroc a peut-être le meilleur effectif à l'instant où on parle d'Afrique. Tout est fait pour que le Maroc réussisse et en même temps tout est fait pour que le scénario catastrophe peut-être arrive. Donc c'est sur ça où il faudra être très attentif côté marocain et je pense que la Tanzanie le sait très bien. On va pas se mentir, j'en avais parlé il y a peut-être une semaine ou deux ensemble en émission où j'avais dit justement que le chantier le plus important encore de cette sélection marocaine, c'était le chantier défensif. On a bien vu que le choix de Romain Saïs n'a pas payé parce que voilà, il était tout simplement pas prêt physiquement. L'idée, ça a été de savoir quelle charnière aligner entre le jeune Aïd Boudlel, El Yamir ou encore Massina, Aguerd, etc. Bon, là, visiblement, je pense qu'on partira plus sur Naïf Aguerd et Adam Massina. Exactement. Et le but, ça va être de gérer les transitions, je pense tout simplement. De toute façon, il n'y a que comme ça que la Tanzanie peut inquiéter le Maroc. Parce que je vous dis, collectivement, il n'y a rien à dire. En termes d'individualité, en termes de qualité pure, il n'y a absolument rien à dire. Je pense qu'il y a 3 voire 4 classes d'écart entre les deux nations, avec tout le respect qu'on a pour la Tanzanie. Non, je pense qu'il faudra juste être impliqué, faire attention aux espaces que peuvent laisser les Marocains et mettre les mêmes ingrédients qu'on a vus que lors du match face à la Zambie, c'est-à-dire beaucoup de rapidité et d'exécution dans les enchaînements, une équipe très offensive et libérée dès le début du match, avec pourquoi pas la possibilité de marquer dans le premier quart d'heure. Je pense que ça va être la clé de la réussite marocaine, tout simplement. Donc, attaquer très rapidement et mettre beaucoup de vitesse dans les enchaînements dès le début du match, et si possible, bien gérer les transitions. Parce qu'il n'y a que comme ça que pourra être inquiété le Maroc. Pour chercher les clés, il faut d'abord déceler les problèmes. Et des problèmes, il y a une sélection et un supporter d'une sélection qui est à côté de nous, qui en a créé à cette sélection marocaine, c'est le Mali. Abderrahmane, vous qui avez vu le match depuis le terrain, qu'est-ce que vous avez vu dans cette sélection marocaine qui cloche un peu, en tout cas qui a cloché lors de ce deuxième match face au Mali? En fait, face au Mali, quand j'ai regardé ce match-là, j'ai vu une équipe marocaine dominer sur le plan technique, mais c'était une domination qui était pour moi stérile. On voyait que les joueurs essayaient de partir de gauche à droite, c'était énormément du jeu court, mais ce qui manquait en fait, c'était un collectif vraiment avec des passes un peu plus rapides. Moi, je trouve que ça passait énormément sur un joueur comme Brahim Diaz. Brahim Diaz arrivait à créer le décalage, mais le collectif n'arrivait pas à trouver ce décalage-là. Et le problème, c'est que lorsque on a vu la sortie de Brahim Diaz, les problèmes ils se sont davantage aggravés. Et le problème aussi, c'est que lorsque tu te bases sur un joueur, le problème, c'est que ça devient prévisible pour la défense. Vous considérez que le jeu marocain est trop stéréotypé sur Brahim Diaz? Exactement. Moi, je pense qu'il va falloir équilibrer un peu les choses. Sortir peut-être un joueur comme Amrabat
pour faire rentrer des joueurs avec une habilité technique plus forte, pour alimenter davantage les attaquants, trouver d'autres choix ou même d'autres possibilités d'action de but. Parce que passer sur Brahim Diaz à chaque fois, il y a un moment donné où on sera à court d'idées du côté marocain. Donc c'est ça qui a manqué un peu du côté du Maroc, en tout cas face au Mali. Et je pense que c'est un problème à résoudre pour Regragui, surtout qu'il a des joueurs quand même de qualité qui peuvent faire rentrer, qui peuvent trouver des solutions pareilles que Brahim Diaz ou autrement avec davantage de profondeur comme Ez Abdé. Voilà, des joueurs qui peuvent ramener d'autres solutions qui peuvent changer tout un match, quoi. Alors on l'a vu face au Mali, les Marocains ont été mis à l'épreuve, on peut le dire. Mais pour leur troisième match, on peut dire que Walid Regragui a un peu pallié ses erreurs, un peu rectifié ses erreurs, surtout au milieu où on a vu la sortie de Sofiane Amrabat avec un Naïl Ainaoui qui a fait un travail incroyable, exceptionnel depuis le début de cette CAN. Pour vous, Abdeltef, comment est-ce que Walid Regragui va placer un peu son milieu, son centre, le milieu pour justement entamer ou plutôt maîtriser cette rencontre face à la Tanzanie? Écoutez, vous l'avez dit, la clé, ça a été ce changement circonstanciel. Et je reviendrai sur le circonstanciel, il est très important. Ce changement lors du match face à la Zambie, où on a vu un milieu qui était beaucoup plus, beaucoup plus apte dans la préparation du jeu et dans la capacité à faire progresser le jeu beaucoup plus rapidement. On sait que c'est la lacune de Sofiane Amrabat. Et pourquoi je parlais de circonstanciel? Parce que Walid Regragui, il me semble, on a parlé en conférence de presse, cette absence, elle était due au fait que Sofiane Amrabat était blessé. Donc si Sofiane Amrabat est apte, connaissant Walid Regragui, et Anas, il connaît très très bien mon avis là-dessus, je pense que c'est un entraîneur je pense que c'est un entraîneur qui prend peu de risques. Et moi, je vois, s'il est apte, je vois Amrabat de nouveau aligné d'entrée face à cette équipe tanzanienne. Après, attention, l'idée, c'est pas de critiquer Sofiane Amrabat parce que c'est un joueur qui est très bon dans le contrôle. C'est un joueur qui est très bon dans la récupération, qui a un gros volume de jeu. Exactement, qui a un très bon abattage. Mais c'est un joueur qui pêche encore dans la capacité à faire avancer le jeu. C'est-à-dire, là où on doit faire peut-être une combinaison, une remise en une touche, ou là où on doit faire une passe claquée vers l'avant, et bien Sofiane Amrabat, il va faire encore une touche, voire deux touches de plus. Il va peut-être rejouer avec les défenseurs centraux, il va peut-être jouer latéral. Voilà, il manque encore de variété à ce niveau-là. C'est vrai que Ounahi, c'est totalement l'inverse. Naïl El Ainaoui, pardon, c'est pareil, c'est l'inverse. Saïbari est un peu plus apte à ce niveau-là. El Khanous, bref, je peux en citer pas mal, mais je pense qu'on ne va pas s'attendre à une surprise côté marocain sur le milieu de terrain. Je pense que ça va être du classique, malheureusement, parce que moi je suis comme vous, hein. J'aurais préféré aligner le même milieu de terrain que sur ce match face à la Zambie, c'est-à-dire un double pivot avec El Ainaoui et Ounahi, et avec un meneur de jeu devant eux. Je pense notamment à El Khanous, que moi je trouve très intéressant. Mais voilà, je pense que sur l'animation au milieu de terrain, on va retrouver les lacunes qu'on a vues sur les matchs précédents. Après, attention, je vous dis ça, moi le premier, je serais content si Walid me fait mentir. Mais voilà, si on sait que Rabat est aligné d'entrée, on ne sera pas sur une configuration où ça va jouer vite vers l'avant, on sera sur une configuration où on sera beaucoup en possession, notamment en U, et avec une incapacité à trouver des décalages verticaux importants. Abdeltef, je reste avec vous. Une question justement sur ce cas Amrabat. En tout cas, qui va jouer en sentinelle de cette sélection? On sait que Sofiane Amrabat reste très bon lorsque le Maroc n'est pas assuré d'avoir le ballon. Mais il y a quand même peut-être aussi cette question de est-ce qu'on donne du rythme à Amrabat et on le laisse jouer ce huitième de finale même si on est sûr d'avoir le ballon et donc du coup on aura ces difficultés au milieu de terrain? Ou est-ce qu'on peut se permettre de le garder pour les quarts et les demi, mais sauf qu'on n'est pas sûr d'avoir un Amrabat à 100% pour ces rencontres? C'est une bonne question, Anna, c'est une bonne question. Honnêtement, je pense que en fait, pour vous répondre, si Amrabat, pardon, n'est pas mis de côté maintenant, et quand je dis mis de côté, c'est tout simplement sportif, parce qu'on parlait de El Ainaoui, mais moi, j'aime beaucoup aussi Oussama Targaline, qui je trouve est très intéressant dans ce poste de sentinelle et peut largement remplir le rôle d'Amrabat, tout en amenant une capacité de création supplémentaire et une capacité de faire avancer le jeu plus importante. Mais pour vous répondre, je pense que si ce choix n'est pas fait maintenant,
s'il ne prend pas de risque, entre guillemets, sur un match comme celui-ci face à la Tanzanie, je ne vois pas pourquoi, en quart de finale ou en demi-finale, Walid Regragui se passera d'un Sofiane Amrabat. Donc, soit on sort du 11 maintenant et on prend le risque peut-être de le faire rentrer amoindri sur le reste de la compétition, mais ce n'est pas très grave parce que, encore une fois, si on est dans des configurations, on a besoin de tenir un score sur le dernier quart d'heure ou sur les 20 dernières minutes, Sofiane Amrabat, il peut faire totalement le job. Parce qu'encore une fois, les qualités de Sofiane Amrabat peuvent ressortir dans des moments où on a besoin de contrôle, dans des moments où on a besoin de poser un peu plus le ballon, dans des moments où on a besoin de défendre, entre guillemets, avec la possession, c'est-à-dire respirer avec le ballon. Dans ces moments-là, il peut être très intéressant, Sofiane Amrabat. Mais dans des moments où on a besoin de jouer vertical, dans des moments, dans des configurations où on a besoin de jouer vite vers l'avant, en une touche, deux touches, je pense qu'avec lui, ça va être beaucoup plus compliqué. Mais moi, je vous le dis tout de suite, encore une fois, c'est pas juste pour taper sur le coach. Moi, je pense qu'il ne prendra pas ce risque. Et s'il ne prendra pas ce risque contre la Tanzanie, il ne prendra pas ce risque face à un adversaire beaucoup plus calibré lors des matchs suivants. Et pour revenir rapidement sur cette attaque marocaine un peu, on l'a vu, El Kaabi a finalement un peu, on peut dire qu'il peut être titulaire, on n'est pas sûr, ça reste un peu le choix repose sur Walid Regragui, mais on peut parler un peu des attaquants droit et gauche, on peut voir Saibari, pour l'instant qui n'est toujours pas convaincant, Abdelrahman. Ouais, pas pour l'instant convaincant, parce que, alors moi je vais être très franc, Ouais. pour moi il doit être sur le banc, des joueurs comme ça. Pour moi, je vais même dans la même optique que le collègue. Pour moi, Walid, il doit prendre davantage de risques, mettre des joueurs beaucoup plus percutants, des joueurs plus jeunes. Il y a des joueurs comme Ben Sekir qui sont sur le banc, il y a des joueurs comme Ez Abdé. C'est l'essence même au final de la Coupe d'Afrique des Nations. C'est ce mélange en fait entre l'expérience et l'insouciance. Faut ramener les joueurs qui sont en capacité de déstabiliser des défenses, qui sont un peu un peu sur du bloc bas. Il faut des joueurs en gros qui arrivent à ramener ce décalage un peu comme Brahim Diaz arrive à ramener. Donc au final, voilà, moi je suis d'accord sur le fait que Amrabat, il amène des qualités aussi, pour revenir sur Amrabat, mais ce n'est pas le besoin du Maroc pendant cette CAN. C'était le besoin du Maroc pendant la Coupe du Monde, parce qu'au final, face à la Coupe du Monde, il y avait des équipes comme le Portugal, il y avait des grosses nations qui étaient favorites face au Maroc, qui avaient la possession. Mais là, sur cette CAN-là, le grand favori, au final, c'est le Maroc. C'est le Maroc qui doit faire le jeu, c'est le Maroc qui doit combiner avec ses joueurs, trouver la solution. Et du moment que tu dois trouver la solution, Amrabat, ce n'est pas le joueur qui va faire ça. Parce qu'Amrabat, il a tendance à même reculer et à se mettre en position de défenseur. Et c'est le même cas aussi pour certains attaquants. Certains attaquants sont trop rigides pour pouvoir jouer à la place d'autres joueurs qui ont cette intelligence dans le jeu, cette capacité à créer le décalage, à comprendre aussi certains déplacements. Donc Walid a les joueurs. Walid a les joueurs pour faire la différence. Et c'est à lui d'écouter un tout petit peu ce qui se dit autour et d'être moins rigide lui aussi de son côté. Moi, c'est mon avis. Sinon, le Maroc, pour moi, et je vous le dis, hein, s'ils alignent tout ça, le Maroc, il gagne la CAN. On l'espère, Inch'Allah. Ça change de la vie de base Oui. d'hier, hein, ça change un peu. Ça, j'en suis Vous sûr. avez bien fait de le dire, c'est vrai que quand il a fait entrer Zelzouli, on l'a vu sur la gauche, vraiment face à la Zambie, ça a été très probant et fructueux et ça a beaucoup aidé cette attaque marocaine à avancer, à créer la différence, à déstabiliser cette défense zambienne. Et pour l'instant, on va passer à une autre rubrique de notre émission, tout de suite, les pronostics. Direction les ardoises, nacrées. Alors attention, et est-ce que vous allez être surpris si je vous dis que malheureusement on n'a pas envoyé d'ardoise à Abdelatif? On ne va pas être surpris. Oh, je vais quand même vous demander votre pronostic pour le premier quart de finale, le premier huitième de finale. Je me suis un peu trop projeté sur cette compétition. C'est Sénégal-Soudan, match prévu à 17h. Abdelatif, quel pronostic pour cette rencontre? La dernière fois, j'avais pronostiqué Sénégal-Botswana, j'étais pas loin. Je ne sais pas si vous vous souvenez. Je vais rester sur le 2-0. 2-0 pour le Sénégal. 2-0 pour le Sénégal.
Je pense que je vais être un peu trop. Voilà, même chose. Ouais, on va être un peu trop. 3. On est d'accord. Pourquoi pas. Pour moi, 3-1. ce sera 3-1. 3-1. Ah, vous voyez quand même le Soudan marquer son premier but de la compétition avec un joueur de champ du Soudan face au Sénégal. Moi, je pense que ce sera un but anecdotique. Je pense que les Sénégalais vont se relâcher à la fin sur le 3-0 et je pense qu'ils vont marquer un but. Donc c'est un pari, mais en tout cas, voilà. Ah, c'est un pari en tout cas, 3-0, 3-0 pour Noah et moi. Là, vous voyez vraiment le Sénégal dérouler. Le Sénégal au-dessus, mais malgré une équipe soudanaise qui est vraiment très courageuse et qui va essayer de mettre à mal cette équipe sénégalaise, mais le Sénégal restera au-dessus. Et je pense que le Sénégal va aujourd'hui montrer un meilleur visage que depuis le début de cette compétition avec Papio qui je pense, va motiver un peu plus son effectif. Et Voanès, ce matin, est-ce qu'on passe 3-0, oui, on peut passer. On va passer au deuxième pronostic de cette journée. Je vais vous demander d'écrire votre pronostic pour le match Mali-Tunisie. Objectivement Oui, ou... Objectivement, s'il vous plaît. On en a besoin. D'accord. Abdelatif, votre pronostic pour ce match? Est-ce qu'on est sur un format en 90 minutes? Comme vous voulez, Oui, c'est vous me allons-y. donnez le scénario que vous voulez. C'est vrai que vous dites depuis le début qu'ils iront aux prolongations. Mais alors, donnez-nous votre pronostic avec prolongation, à la fin de ces prolongations. Alors, avec prolongation, je vois une victoire 1-0 du Mali. Donc après prolongation. Abdelatif, on est connecté. On est connecté, un but, 1-0 pour le Mali. Ouais. Là aussi. Noah, qu'est-ce que vous avez 2-1 donné? pour le 2-1. Mali. Ah, vous voyez quand même Pour le un match, Mali. Ouais, je un vois match ça. assez, 2 buts assez pour le disputé. Oui. Ok. Je vois une fin de match vraiment tumultueuse. Ça va être un match de fou, je pense, surtout vers la fin. Mais qui reste quand même serré tout au long de la rencontre, surtout en première mi-temps. Ouais. Je vois aucun but de marqué en première mi-temps. Bon, je peux écrire un film là, si vous voulez, un petit scénario. Tunisie, Mali, Bon, le mais- Ce qui est le mais plus dites-nous important, c'est victoire du Mali. Ouais, C'est là, ça. vous êtes content. Ouais. Allez-y, La Abdelrahman. fin justifie les moyens. Alors moi, personnellement, je verrai un but de Lassine Sinayoko en prolongation. Rencontre assez fermée, comme je l'ai dit, hein, et un but vers la 115e minute. Vraiment du Mali. Je pense que ça va se dérouler comme ça. Moi, je veux bien Mamadou Sangaré marquer un but. Mamadou Ouais. Sangaré Mamadou Sangaré, pourquoi pas, Pourquoi pas. Ben, c'est une belle révélation en plus en Ligue 1 déjà. En Ligue 1, il est Pourquoi pas extraordinaire. le hein. voir en Cannes. Avant de terminer cette émission, je voulais quand même donner le pronostic de notre réalisateur, mais pour le match de demain. Et je peux vous dire, c'est un ennemi de la nation. Il a mis 1-0 Tanzanie. Alors, il est en train de me parler à l'oreillette. J'ai changé son pronostic. Il a dit 3-0, mais j'ai voulu le mettre un peu dans la mouise, voilà, pour cette Mais fin d'émission. demain, on rectifiera votre pronostic, Youssef, qui est notre réalisateur et qui est avec nous à travers notre oreillette. Mais en tout Eh cas, bien, merci beaucoup. On va finir cette émission. Merci, Encore Anas. moi, je suis très Je triste. vous encore. remercie. Bah, hein, j'ai piégé le réalisateur, moi je suis content. hein. Merci à Abdelrahman vous, hein. Sissoko, c'était un Franchement, plaisir. c'était un plaisir de même. hein. Et merci beaucoup et merci à Abdel Dressi qui était avec nous à distance. Merci d'avoir répondu à nos questions. Merci à vous, toujours un plaisir. Eh bien, écoutez, on vous donne rendez-vous demain à la même heure pour Canal+. Merci de nous être fidèles.